Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 3 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Un week-end placé sous le signe des supporters. De Paris à Bordeaux, en passant par Lille ou Angers, ils ont apporté leur soutien à leur équipe ou au contraire, ils sont allés pester contre les résultats, mais en tout cas, ils étaient là. Qu'elles visent le titre ou qu'elles luttent pour le maintien, les supporters ce week-end ont répondu présents pour soutenir leur équipe, preuve s'il en fallait que les stades nous manquent et que le soutien des supporters manque aussi aux joueurs. Quand on voit la joie des Bordelais aller à la rencontre des Ultramarines sur le parvis du Matmut Atlantique dimanche, ou tout simplement quand on fait le bilan des résultats des équipes à domicile cette saison. On imagine aisément aussi la joie des supporters lyonnais et monégasques s'ils avaient pu assister hier soir à Louis II à ce choc de la 35e journée. Alors oui, on galérera à trouver une place de parking où on sera tout serré dans le tram. On ira acheter notre saucisse frite à 7 € la barquette sur le parvis du stade. À la mi-temps, on fera la queue aux toilettes, quitte à rater le coup d'envoi de la seconde période. On ratera peut-être même un but. On aura froid, mais on se réchauffera. On aura trop chaud et on se versera la bouteille de cristalline à 3 € sur la tête. On se fera chambrer, ça c'est sûr, par les supporters adverses. On repartira du stade parfois déçu du résultat de notre équipe, mais promis, après avoir été privé de stade toute une saison, on ne se plaindra plus. Allez, du coup, on a suivi les rencontres de cette 35e journée sur le canapé. On fait le point tout de suite sur toutes les rencontres du week-end. Ça commençait dès vendredi soir. En ouverture, l'Olympique de Marseille recevait le RC Strasbourg. Coup d'arrêt pour Marseille dans sa quête à l'Europe et donc à la 5e place qualificative. L'OM, en panne d'inspiration vendredi soir, a buté sur un Racing courageux, emmené par un bon Dimitri Liénard, qui aura tenté vendredi soir. Il sera finalement passeur décisif pour le but strasbourgeois inscrit par son capitaine Stéphane Mitrovic. 5e passe D de la saison pour Liénard qui prouve à 33 ans que le Racing a encore besoin de lui. En fin de contrat à l'issue de la saison, on ne sait toujours pas, je vous le rappelle, si Strasbourg va le prolonger ou pas. Menés, les Marseillais s'en sont remis à un but de Dario Benedetto, buteur pour la première fois depuis le 16 janvier, pour finalement arracher le point du nul. Un nul qui n'arrange pas les affaires marseillaises dans la course à l'Europe. Heureusement pour eux, les défaites ce week-end de Lens et de Rennes leur permettent de maintenir la pression et de rester 6e au classement à égalité de points aujourd'hui avec les Lensois. Après 3 prestations décevantes et 3 matchs sans victoire, Strasbourg de son côté a retrouvé de l'allant et si les Strasbourgeois devront encore attendre un peu pour valider leur maintien, ils sont en bonne voie. Samedi après-midi au Parc des Princes, c'est le Paris Saint-Germain qui recevait le Racing Club de Lens. Alors je parlais des supporters en intro, on dit pas bravo en revanche à ceux du PSG qui sont allés taguer le bus des Lensois dans la nuit. Sur le terrain, c'était une rencontre ô combien importante pour les deux équipes. Côté parisien, une victoire était quasi obligatoire pour mettre la pression au LOSC. Pour les Lensois, conserver leur 5e place restait bien sûr l'objectif prioritaire pour décrocher l'Europe en fin de saison. Il y avait d'entrée du rythme dans cette rencontre après avoir buté sur Farines dès les premiers instants du match. Les Parisiens ouvraient finalement le score à la demi-heure de jeu. Sur une mauvaise passe de Facundo Medina, Julian Draxler interceptait le ballon pour un Neymar en grande forme qui gagnait son duel face au gardien lensois qui remplaçait Jean-Louis Leca samedi. Juste avant la pause, Lens frôlait l'égalisation d'Arnaud Kalimwendo. Le Titi du PSG prêté au Racing cette saison obligeait même Keylor Navas à la parade. Le ballon revenait ensuite sur Jonathan Klaus dont la frappe ne trouvait pas le cadre. Au retour des vestiaires, juste avant l'heure de jeu, Paris faisait finalement le break. Neymar, toujours lui sur corner, trouvait Marquinhos dont la tête trompait cette fois Fariñez. Quelques instants plus tard, le Racing réduisait le score par Ignatius Ganago et le score en restera là, 2-1 pour Paris. On retiendra quand même le courage de cette équipe lensoise et la belle performance notamment de Seko Fofana avec 100% de passes réussies, 2 occasions créées, 2 passes clés. Il a absolument été partout sur la pelouse du parc samedi et il a encore prouvé que sa présence dans le 11 de départ lensois était un vrai plus pour le club nordiste. Pour les Parisiens, cap maintenant sur leur demi-finale retour de Ligue des Champions. Dès demain, le Paris Saint-Germain a rendez-vous à
l'Etihad Stadium pour tenter de renverser Manchester City et de décrocher bien sûr son billet pour la finale. Je vous rappelle qu'à la Lille, les joueurs de Mauricio Pochettino s'étaient inclinés 2-1 la semaine dernière. Alors la délégation parisienne s'est envolée ce matin pour Manchester. Kylian Mbappé, gêné par son mollet droit et forfait samedi face à Lens, ne s'est pas entraîné dimanche, mais l'optimisme reste quand même de mise quant à sa participation à la demi-finale. En tout cas, il est dans le groupe. On devrait le voir peut-être ce soir à l'entraînement avec ses partenaires à Manchester. Même s'il est suspendu pour la rencontre de demain, sachez aussi qu'Idrissa Gueye a tenu à faire le voyage avec ses coéquipiers. Demain, dans Flash Foot, je vous donnerai évidemment la compo probable de Mauricio Pochettino. Juste après, c'est Lille qui accueillait Nice à Pierre-Mauroy et avec la victoire du Paris Saint-Germain, ils n'avaient pas d'autre choix que de gagner les Lillois pour conserver leur première place à l'issue du week-end. Les hommes de Christophe Galtier ont fait le job, ils se sont imposés 2-0 sans trembler face aux Aiglons en gérant plutôt tranquillement cette rencontre. L'intenable binôme Bouraki-Yilmaz, Jonathan David a encore fait des siennes. Dès le quart d'heure de jeu, David remisait sur Yilmaz qui d'une merveilleuse frappe enroulée trompait Benitez. 1-0 pour les Dogs dès la 13e minute de jeu. Dominé dans le jeu, au retour des vestiaires, les choses se compliquaient un peu plus pour les Niçois avec l'exclusion de Jordan Lutomba pour un deuxième carton jaune. Juste avant l'heure de jeu, le LOSC faisait le break grâce à un but de Zeki Çelik. Le score en restera là, 2-0 pour des Dogs qui ne lâchent rien. Grâce à ce 22e succès de la saison, Lille garde son trône de leader avec une longueur d'avance sur Paris. Bordeaux respire dans une ambiance d'union sacrée. Les Girondins ont arraché dimanche à domicile une victoire très précieuse dans la quête du maintien. À l'agonie depuis le début de l'année, les hommes de Jean-Louis Gasset qui restaient sur une série terrifiante de 11 défaites en 13 matchs, avec les problèmes extrasportifs que l'on connaît, ne transpiraient mais alors pas du tout la sérénité, loin de là. Pour voir la zone rouge et la Ligue 2 s'éloigner, il fallait donc absolument prendre des points ce week-end. Ça ne s'annonçait pas simple, d'autant plus que face à eux se dressaient dimanche des Rennais qui luttent toujours pour la 5e place qualificative à la Ligue Europa. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset a décidé de faire des choix forts avec la titularisation devant du très jeune Sékou Mara, 18 ans, titularisation aussi du jeune Tom Lacou, 19 ans. Après une entame de match plus sérieuse déjà que face à Lorient la semaine dernière, les Bordelais allaient voir le match basculer rapidement. Après un vilain pied haut de Steven Zonzi sur Sékou Mara, l'arbitre décidait de sortir le rouge. Les Marinés Blancs allaient ensuite bien profiter de cette supériorité numérique et dans la foulée, le jeune Sékou Mara, pour sa première titularisation en Ligue 1, était dans tous les bons coups et c'est même lui qui ouvrait le score 3 petites minutes plus tard. Bousculé, Rennes apparaissait plus fébrile qu'à son habitude et le score en restera là, 1-0 pour les Girondins qui ont pu exulter au coup de sifflet final. Alors les Bordelais prennent 8 points d'avance sur la zone rouge, ils n'ont plus qu'un petit point à aller chercher pour assurer leur maintien. Attention, ce n'est pas terminé, Bordeaux a certes fait un pas vers le maintien mais n'est pas encore sauvé et ça Loris Benito l'a bien compris. Je vous propose d'écouter le défenseur bordelais en conférence de presse à l'issue de la rencontre. C'est plutôt la joie pour la victoire parce qu'elle était incroyablement importante. Soulagement, un petit peu oui, mais de l'autre côté c'est pas encore fait, hein. C'est pas fini. J'ai vu les résultats des autres deux qui sont en train de gagner. Voilà, je pense que nous on doit, comme on avait dit avant, se focaliser sur notre boulot, de faire notre part, et après les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'avec cette victoire contre une équipe qui se bat pour l'euro, pour les places européennes, c'était très très important et on a montré du caractère. Je pense que c'est 360 degrés de changement d'esprit. Ouais, je pense que je me répète un petit peu si je dis qu'on savait toujours que c'est pas une question de qualité. Mais voilà, le sport, c'est un métier de beaucoup d'aspects mentaux. Tu peux passer par des phases comme nous on a fait avec 12, 13, je ne sais pas combien de matchs de suite sans gagner. Et il faut toujours prendre le prochain match comme celui que tu veux gagner. Et surtout pour mettre un arrêt à cette série négative. Pour entériner leur maintien, les Bordelais, il y aura un match très important à jouer la semaine prochaine à Nantes. Grosse désillusion en revanche ce week-end pour les Rennais qui stagnent à la 7e place au classement. On retiendra quand même de dimanche la belle performance du jeune Jérémy Doku.
Dans le même temps, Nantes, justement, prouvait son regain de forme et faisait enfin la passe de 2. Il aura donc fallu attendre les 34e et 35e journées pour voir Nantes enchaîner 2 victoires à Strasbourg la semaine dernière et puis à Brest hier. Les Nantais changés depuis l'arrivée d'Antoine Camboiré sur le banc ont réussi leur entrée dans la rencontre puisque Moses Simon trouvait le chemin défilé dès le quart d'heure de jeu. 10 minutes plus tard, Ludovic Blas permettait à son équipe de faire le break. En seconde période, Imran Louza marquait le 3e puis Khalifa Koulibaly le 4e sur penalty. D'ailleurs, on saluera la performance de Louza. En difficulté ces dernières semaines, il a livré un match précieux dans l'entrejeu nantais. En fin de rencontre, c'est Romain Fèvre qui sauvait l'honneur des Brestois qui globalement sont quand même passés complètement à côté de leur match. Score final 4-1 pour Nantes qui poursuit sa mission maintien et en ce sens s'éloigne un peu de Nîmes en prenant 2 points d'avance sur le 19e. Forcément, dimanche après-midi, c'était un Antoine Camboiré soulagé et heureux qui s'est présenté face aux journalistes. Oui, satisfait, heureux et puis impressionné par la performance de mes joueurs. Voilà. On était venu ici pour gagner, voilà, clairement. On était venu ici pour marquer des buts, mais autant, voilà, je ne pensais pas. Donc c'est bien, c'est la preuve que si les joueurs sont capables de me surprendre de cette manière-là, je prends, je signe. Donc c'est pour ça que je suis hyper fier de leur performance, de ce grand match qu'on a sorti, parce qu'on peut toujours dire que Brest a été en difficulté, Brest n'a pas fait un grand match, mais on y est pour beaucoup aussi. Il faut être capable de gagner 2 fois ce qu'on n'avait jamais fait depuis le début de la saison, 2 fois consécutivement. Donc c'est un bon signe. C'est que la confiance est revenue, l'efficacité est revenue aussi, surtout. Autre ambiance, vous l'imaginez, lorsqu'Olivier Dalloglio s'est présenté ensuite en conférence de presse. Et donc le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est le sentiment de honte ce soir. Ça, c'est la première des choses. Parce que bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On est tous dans le même bateau, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas pris le match comme on voulait le prendre. Il y a eu beaucoup de duels perdus. Il y a eu des replacements tranquilles. Voilà, on n'a pas fait un match pour respecter notre maillot. Voilà. Donc on a été punis logiquement par une équipe de Nantes qui nous a été supérieure dans les intentions, dans la qualité de jeu. Donc voilà, c'est une défaite qui est lourde, qui j'espère nous fera réagir. En tout cas c'est le but, sinon ça ne sert à rien. Je pense qu'on a mis en alerte tout le monde en disant que quasiment maintenu, ça ne voulait pas dire maintenu. Et peut-être que certainement il faudra plus de 40 points, peut-être. Hein, par rapport à la situation. Et je pense que certains l'ont pris en compte. Je parle de certains joueurs, d'autres non. Donc je pense que la préparation de ce match dans les têtes, dans le sommeil, de la diététique, chez certains n'a peut-être pas été ce qu'on attendait. Voilà, ce que j'attends moi de joueurs professionnels. Et puis après, c'est surtout le manque de respect par rapport au championnat, par rapport au maillot, par rapport à tout ça, quoi. Ça m'ennuie grandement. Ouais. En colère, vous l'avez entendu, Olivier Dalloglio. Et oui, Brest, pour l'instant, n'est pas définitivement à l'abri. 14e au classement, à 6 points de la zone rouge. Les Bretons ont rendez-vous dimanche prochain sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour se ressaisir. Nîmes a-t-il dit adieu ce week-end à ses espoirs de maintien? En tout cas, les Crocos se sont un peu plus compliqué la tâche dimanche en faisant match nul face à Reims, mené 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Nathanaël Mboukou, déjà buteur contre Marseille la semaine dernière. Les Nîmois pensaient sans doute avoir fait le plus dur avec l'égalisation de leur guerrier Renaud Ripart et le but ensuite de Lamine Koné quasiment dans la foulée. Mais le jeune Alexis Flips remettait les 2 formations à égalité, score final 2-2, un match nul qui ne fait pas du tout les affaires de Nîmes. Alors la 18e place, celle de barragiste qu'occupe actuellement le FC Nantes à l'issue de cette 35e journée, n'est pas très loin, me direz-vous. Elle n'est qu'à 2 points des Crocos. Sauf que voilà, la semaine prochaine, c'est Rennes qui attend Nîmes et dans 2 semaines, ce sera Lyon. Le calendrier des Nîmois ne leur est pas favorable et ils pourraient bien espérer même du rival montpelliérain qu'ils battent Nantes lors de la dernière journée pour espérer au moins disputer les barrages. Hier, toujours, c'est Dijon qui accueillait le FC Metz, des Dijonnais officiellement relégués qui pourtant ne jouent pas plus libérés. Résultat corrigé par le FC Metz. Le jeune Lamine Gueye permettait aux Grenades d'ouvrir le score peu après la demi-heure de jeu, imité 5 petites minutes plus tard par Pape Matar Sarr. En fin de première période, Bersant Chelina est copé d'un carton rouge et Dijon, réduit à 10 après l'exclusion de son milieu, a continué de sombrer. Pourtant, en tout début de seconde période, Mama Baldé avait relancé les siens, mais sans grand effet. En face, les Messins
se sont amusés avec des buts de Fouad Chafik contre son camp, puis de Dylan Bron et de Wagner Diaz en fin de rencontre. Pour ne rien arranger, Hannibal Chala a été contraint de quitter ses partenaires à la mi-temps touché à un tibia. Score final 5-1 pour Metz. Vivement que la saison se termine pour Dijon. En Bretagne, Lorient, qui lutte pour le maintien, affrontait Angers. Hier, Angers qui n'a plus rien à disputer en cette fin de saison. Est réduit à 10 dès le quart d'heure de jeu après l'exclusion de Lassana Koulibaly. Rien ne tournait à la faveur des Angevins qui perdaient peu de temps après leur capitaine, Ismaël Traoré, sorti sur blessure. Pour couronner le tout, Vincent Manceau offrait un pénalty au Merlu, pénalty que Yohan Wissa s'est chargé de transformer juste avant la mi-temps. En deuxième période, Fabien Lemoine permettait aux Lorientais de faire le break et quasiment dans la foulée, Julien Laporte allait écoper d'un second jaune synonyme d'exclusion. À 10 contre 10, le score n'évoluera plus, 2-0 pour Lorient qui reste en dehors de la zone rouge à 4 points de la 18e place. 5e défaite consécutive pour les Angevins qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 3 mars dernier. Mécontents de cette fin de saison, certains supporters du SCO ont fait part de leur mécontentement en affichant hier des banderoles, notamment au centre d'entraînement. Attention, il ne faudrait pas que ça se termine en eau de boudin pour Stéphane Moulin, à qui il reste 3 matchs sur le banc angevin. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est Montpellier qui accueillait l'AS Saint-Etienne. Des Montpelliérains qui n'ont plus grand-chose à jouer non plus en cette fin de saison face à des Verts qui, eux, pour le coup, avaient l'occasion de valider plus ou moins leur maintien hier. Dès la 6e minute de jeu, c'est Andy Delors qui ouvrait le score pour les Payadins. Une entame idéale pour Montpellier qui allait pourtant rapidement gâcher ce début de match. Quelques minutes plus tard, Romain Amouma égalisait. En seconde période, Madi Camara servait idéalement Mathieu Debuchy qui inscrivait le but du 2-1 pour Saint-Étienne. En fin de match, les Stéphanois ont continué de pousser, mais le résultat en restera là. Finalement, Saint-Etienne s'impose 2-1. Un succès qui change tout pour les Verts qui remontent à la 12e place. À l'issue de cette 35e journée, les Stéphanois ont 8 points d'avance sur Nantes, le barragiste, et peuvent déjà se sentir maintenus. Et puis c'est officiel, Michel Derzakarian quittera bien le MHSC à l'issue de la saison. La fin de 4 belles années passées sur le banc payadin. Pour la première fois hier, l'entraîneur montpelliérain a évoqué son départ. Je vous propose de l'écouter. On avait plusieurs réunions avec le président et voilà, d'un commun accord, on arrête notre aventure. Voilà, ça fait 4 ans que je suis au club. Voilà, j'ai passé 4 ans, 4 très belles années avec toutes les composantes du club. Voilà, j'ai récupéré le club quand je suis revenu, ils étaient 17e. Voilà, on vient de faire la 4e saison. En première partie de tableau. J'espère qu'on va rester dans les 10 premiers. Voilà, je suis très content de mon parcours, de ce que j'ai fait. Et voilà. Et c'est une véritable valse des entraîneurs qui se préparent en Ligue 1 cet été, entre Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Thierry Loret, Stéphane Moulin, Michel Derzakarian, Rudy Garcia, Adrien Urcia et David Guillon. Ça va bouger dans tous les sens. Enfin, hier soir, en clôture de cette 35e journée, c'était le choc tant attendu du week-end entre Lyon et Monaco, et il a tenu toutes ses promesses. Scénario, but, tension, il restera dans les annales celui-là. L'AS Monaco recevait donc l'OL à Louis II, une rencontre cruciale pour les deux équipes, les hôtes devant conforter leur 3e place au classement, les Lyonnais devant eux se reprendre après leur défaite du week-end dernier et réduire la voilure sur leur adversaire du soir pour croire à nouveau au podium en fin de saison. Après la victoire de Monaco en Eurocup, les supporters monégasques rêvaient d'un week-end parfait, c'est raté. Dominé par les Lyonnais en première période et donc contre le cours du jeu, c'est pourtant l'ASM qui ouvrait le score. Wissam Ben Yedder lançait Kevin Volland dans le dos de la défense lyonnaise. L'attaquant allemand remportait ensuite son duel face à Anthony Lopez. Juste avant la pause, l'ASM manquait même le break. Mené 1-0, les Lyonnais se sont ensuite réveillés. Juste avant l'heure de jeu, Memphis Depay, très inspiré hier soir, se faufilait dans la défense monégasque et voyait sa frappe contrée tromper Benjamin Lecomte. Derrière, le jeune Maxence Cacré, plutôt bon hier après avoir été excellent face à Lille la semaine dernière, a été exclu pour un 2e carton jaune. Réduit à 10, les Lyonnais n'ont pourtant pas lâché. Moins de 10 minutes après l'exclusion de Cacré, Marcelo, à la réception d'un coup franc frappé par Depay, trompait le compte de la tête. 6 minutes plus tard, Lopez manquait totalement sa sortie sur Pietro Pellegrini. Il faut dire qu'il est coutumier du fait, le gardien lyonnais. Le jour où il bêtera sérieusement un adversaire, on en reparlera. Alors après visionnage de l'assistance vidéo, Monsieur Turpin accordait un penalty au Monégasque. Penalty que Ben Yedder s'est chargé de transformer d'une panenka, s'il vous plaît. 3 petites minutes plus tard, De Chiglio sur la droite d'Estier, un centre parfait pour Ryan Cherki qui d'un plat du pied trompait le compte. Il venait juste d'entrer, le jeune Cherki. Le score en restera là, donc victoire à l'arraché, 3-2 des Lyonnais qui, avec ce 20e succès de la saison, reviennent à une longueur de Monaco au classement. Et puis l'après-match s'est complètement emballé, certains ont perdu leur nerf, alors que l'arbitre venait de siffler le coup de sifflet final. Une échauffourée a éclaté dans le rond central. Résultat des courses, 4 cartons rouges sortis par Clément Turpin, 2 pour les jeunes monégasques
monégasques Willem Goebbels et Pietro Pellegrini, et 2 pour les 2 défenseurs lyonnais Marcelo et Mattia de Sciglio. Finalement, une victoire avec un goût amer pour Rudy Garcia. À 3 journées de la fin, Garcia devra faire avec une défense décimée. Pour la prochaine rencontre face à Lorient, l'entraîneur lyonnais sera privé de 3 joueurs exclus et d'un blessé, Jason Denayer, qui a rechuté hier. Son homme en forme, Memphis Depay, sera lui aussi absent, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter, Rudy Garcia, hier à l'issue de la rencontre. On a été capable à 10 non seulement de prendre l'avantage, et puis d'être fort mentalement et de gagner avec les entrants. Alors qu'on a vu Monaco revenir à 2 partout sur pénalty à quelques minutes de la fin. Donc on a mis un 3e but splendide dans sa construction et dans son jeu collectif. Donc content pour les joueurs, on est revenu dans la course, mais vraiment je trouve très très dommage et très dommageable ce qui s'est passé après le match. Autant on a vu un beau match de football avec 2 belles équipes. Monaco est la meilleure équipe du championnat, c'est ce qui se dit partout. Ils font une saison extraordinaire, c'est vrai. Comme on est revenu à un point, on ne doit pas être si mal que ça non plus. Mais l'après-match n'est pas digne d'une équipe de leur rang et des joueurs de leur rang. Voilà, tout simplement. Un mot pour terminer sur Wissam Ben Yedder. L'attaquant monégasque a inscrit hier contre Lyon son 100e but en Ligue 1. Il est le 10e joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1 au 21e siècle. Le 3e qui joue en ce moment même dans le championnat, à atteindre donc cette barre après Kylian Mbappé et Jimmy Briand. Avec 19 buts cette saison, Ben Yedder signe au passage son meilleur rendement sur une saison dans sa carrière. À égalité avec Memphis Depay au classement des meilleurs buteurs du championnat, il n'est devancé que par Kylian Mbappé. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Thierry Loret. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui fut notre retenue. Un Loret passablement agacé. Face à Marseille vendredi soir, Strasbourg a réalisé, je vous le disais, une bonne opération en obtenant le point du nul. Dans cette rencontre, les Strasbourgeois, comme souvent avec Loret, n'ont pas vraiment livré une prestation très séduisante, très éclatante, se concentrant surtout sur le fait de bien défendre face aux Marseillais. Alors interrogé en conférence de presse après la rencontre sur le style de jeu de son équipe, l'entraîneur strasbourgeois a expliqué ne pas être là pour faire le spectacle, mais pour prendre des points précieux pour le maintien. On essaie de combler tout ça. Je trouve qu'on est beaucoup plus consistant depuis la reprise en janvier. On fait des choses qui se tiennent. C'est de mieux en mieux. C'est pas toujours ultra sexy, je veux bien l'entendre, mais c'est efficace. C'est ce qu'on nous demande pour nous maintenir cette saison. Voilà. Et on ne va pas changer de concept à 4 journées ou à 3 journées de la fin. Je suis désolé de vous l'apprendre. Voilà. On est là pour prendre des points, pour se maintenir. Et on verra après... sur les derniers matchs, comment on pourra évoluer en fonction de... C'est ce que j'avais expliqué aux joueurs. On est les premiers à jouer, il faut qu'on envoie un message. Parce que si tu viens à Marseille et que tu joues le vendredi et que tu en prends 4, ça va donner de l'air, de l'oxygène à toutes les autres équipes. Or là, en prenant un point, ce qui est quand même une bonne performance à Marseille en ce moment, en prenant un point, nos adversaires vont être obligés de prendre des points, quoi. Voilà. Thierry Loret qui a conclu par, je le cite, « On n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs, on est là pour être efficace. Ce que je veux, c'est 11 mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire 3 passes et ne perdent pas de ballon inutilement. » Alors on ne sait pas ce qu'en a pensé Pablo Longoria de cette sortie, mais le débat est ouvert. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour la jeunesse. Parce que la Ligue des Talents porte bien son nom. Vous le savez, notre cher Ligue 1 fait cette saison la part belle aux jeunes. Kamavinga, Wai, Sarr, Aouchiche, Saï, le Strasbourgeois. La Ligue 1 est de loin le championnat qui fait le plus confiance à ses jeunes joueurs et ils le lui rendent bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jérémy Doku, le Rennais. On pourrait parler aussi du jeune Rémois, Dion Lopi, qui a fait ses grands débuts en pro il y a 2 semaines à peine. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir éclaboussé de leur talent nos pelouses de Ligue 1 ce week-end et je vais commencer par le jeune Sékou Mara.
Parce que l'histoire est belle et que le petit jeune du centre de formation des Girondins a peut-être offert aux Bordelais leur maintien en Ligue 1. En tout cas, pour son premier match en Ligue 1, Marat a marqué contre Rennes un but importantissime dans la lutte pour le maintien que disputent les Girondins en cette fin de saison. Il a 18 ans, il a été le jeune homme de la première demi-heure du match face à Rennes. Il a d'abord provoqué l'exclusion de Steven Zonzi dès la 8e minute de jeu. Il a donc inscrit dans la foulée son premier but chez les pros et il a obligé Alfred Gomis à sortir une belle parade. Marat est devenu le plus jeune joueur d'ailleurs à marquer pour les Girondins depuis Gabriel Aubertan. C'était il y a 14 ans, et oui, contre Rennes déjà à l'époque. Alors elles sont peut-être là, les bases pour la saison prochaine, la jeunesse bordelaise. Jean-Louis Gasset s'est obstiné à ne leur donner que des miettes cette saison. Marat lui a répondu dimanche de la plus belle des manières. Et puis hier soir, il y a un autre jeune qui a connu, lui, à Louis II, une très belle soirée, c'est Ryan Cherki, bien sûr. Entré en jeu à moins de 10 minutes du terme de la rencontre, il a, à 17 ans, inscrit son premier but en Ligue 1 dans les tout derniers instants du match. Un but qui a offert une victoire, là aussi, très importante à son équipe. Ça méritait bien hier soir sur Instagram des félicitations de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Cherki est au passage devenu le deuxième plus jeune joueur lyonnais à marquer un but en Ligue 1 derrière Bernard Lacombe, il y a 52 ans, grande figure évidemment de l'OL. Il avait lui aussi 17 ans lors de son premier but en Ligue 1. On lui souhaite à Cherki au moins une tout aussi belle carrière. En tout cas, ils ont de l'avenir ces jeunes. Un coup de gueule aussi ce week-end, parce qu'il n'y a pas que des coups de cœur et qu'en cette fin de saison, les rapports avec l'arbitrage se tendent. C'était ce week-end la fête au carton rouge, 10 en 10 rencontres. Alors parfois sévère, à l'image de celui qu'a reçu Steven Zonzi contre Bordeaux, parfois pas sorti, alors qu'il aurait dû l'être, à l'image de celui qu'aurait pu prendre le Lyonnais Tino Kadewere hier soir pour une vilaine semelle sur la cheville de Caio Henrique. On n'a pas trop compris. Non, déplaise à Jean-Michel Aulas qui a quand même déclaré hier soir que les Lyonnais n'avaient pas beaucoup de chance avec l'arbitrage. Excuse me? En tout cas, ce week-end, les couloirs de nos stades de Ligue 1 ont résonné. Après la victoire contre Lens, par exemple, samedi, Leonardo, le directeur sportif du PSG, est allé revoir Monsieur Brizard, qu'il accusait de ne pas protéger suffisamment Neymar sur le terrain. Ce coup de gueule pourrait quand même lui coûter cher. Son cas sera étudié par la commission de discipline de la LFP. Le Brésilien, qui est assez coutumier du fait avec les arbitres, risquerait entre 3 et 4 matchs de suspension. À Lille, le même soir, c'est Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC, et Olivier Létang, son président, qui s'en sont pris, eux, au 4e arbitre du match contre Nice, Monsieur Delerue. Bref, les nerfs sont tendus en cette fin de saison et ça gâche un peu notre plaisir, messieurs. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.